Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire du dimanche comme vous connaissez. On va parler donc d'abord du Bitcoin, je vais faire le point avec les ETF, bien évidemment que vous connaissez avec les chiffres qui sont très intéressants, très sympas. Donc toutes les bonnes nouvelles déjà, malgré la correction qu'il y a eu là cette semaine, eh bien je reste toujours très positif, vous savez. Parce que les données macroéconomiques, encore une fois, montrent qu'au final, on n'a jamais eu autant d'engouement pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Je vais également aborder, donc, comme d'habitude, le VeChain. Je vais faire le point sur ce projet. Surtout qu'on a, dans 2 semaines, ça y est, la première vague, la mise à jour du projet Renaissance sur VeChain. J'ai parlé également de l'intelligence artificielle avec Fetch.ai et faire le couplage avec les nouveautés de l'intelligence artificielle qui sont tombées cette semaine dans le monde général de l'IA, et également parler bien sûr du RWA incontournable avec Ondo Finance, XRP, qui en plus sont en train vraiment de larguer des bonnes nouvelles, même entre eux. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et également enchaîner derrière avec les actualités crypto plus générales, mais bien évidemment de plus en plus liées avec le RWA, parce qu'on se rend compte que maintenant toutes les grosses nouvelles sur l'actualité crypto sont de près ou de loin indexées sur le RWA. C'est là où on se rend compte que ce narratif est vraiment en train de pousser les murs dans le secteur de la crypto-monnaie. Voilà, et enfin, bien sûr, j'aborderai comme d'habitude les actualités économiques générales sont tombées cette semaine en fin de vidéo. Et là, vous savez, c'est l'Iran et l'Israël. Voilà. Bon. Donc, est-ce que on va se choper un nouveau choc pétrolier? En fait, c'est déjà un peu le cas. Parce qu'on voit que les prix du pétrole, donc on va parler de tout ça, je vais vous montrer les courbes et tout du pétrole. Ils sont en train de monter en flèche. On a parlé de 12% rien qu'hier. Bon, voilà. Donc, je vais voir tout ça, mais on n'est pas sorti de l'auberge comme si on n'avait que ça encore à faire, que de gérer une nouvelle guerre. Déjà que c'est bien le bordel au niveau mondial. Bon, on voit bien que aujourd'hui, c'est pour ça, je trouve, c'est important de s'intéresser à l'économie parce qu'on voit que tout est lié. Et comme ça devient un bordel ambiant, eh bien, ce sont les valeurs refuges identifiées, identifiables, qui sont vraiment très intéressantes pour protéger son épargne, en fait. Alors, je rappelle, bien évidemment, que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est mon analyse personnelle, mon opinion personnelle. Et vous devez faire, bien évidemment, vos propres recherches de votre côté également, votre propre opinion. Voilà. Une fois que tout ça c'est dit, écoutez, si vous êtes chaud, je vous invite à continuer. Allez. C'est parti avec le rapport de Farside Investor sur les ETF Bitcoin Spot, comme vous pouvez voir ici. Et donc, regardez, on a tout simplement, malgré une semaine, on a eu les annonces quand même de l'Iran, l'Israël qui se tapaient dessus à coups de missiles. Eh bien, on a malgré tout un Bitcoin qui a fait une sacrée performance. D'ailleurs, on a dépassé quasiment les 45,6 milliards de dollars de capitaux injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Donc ça fait voilà, une grosse remontada par rapport aux 2 semaines dernières. On a vu, c'est vrai, des petits pics de correction. Et là, malgré la correction actuelle, donc on voit vraiment que là, cette semaine, c'est pas la sortie des capitaux sur les ETF Bitcoin Spot qui ont provoqué la correction. Non, c'est les retail. En fait, c'est la masse qui a vendu ces bitcoins, justement, pour provoquer la correction de cette semaine, qu'on a tous vu sur le bitcoin, sur les crypto-monnaies, les altcoins même. Mais c'est les nouvelles sur l'Iran, Israël. On voit bien. Donc là, on sent que c'est vraiment cette correction qu'on connaît là aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est vraiment, à mon sens, très court terme, puisqu'elle n'est pas liée sur le fond à des sorties de capitaux, même sur les ETF Bitcoin Spot. Alors que d'habitude, quand on a une correction de marché, on va dire saine ou liée à la macroéconomie ambiante, eh bien, toujours des sorties de capitaux accompagnées derrière. D'ailleurs, on l'avait vu par exemple le 29, 30 et 2 juin, on avait vu qu'il y avait vraiment eu des sorties de capitaux sur les ETF Bitcoin Spot et une correction associée. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on voit qu'il n'y a pas de sortie de capitaux. Donc ça, c'est intéressant. Donc, à mon avis, je pense que la semaine prochaine, si, bon, ça dépend des éléments, c'est sûr que si nous balance une bombe nucléaire, là, les autres malades, bon, oui, voilà, ça va tanguer, c'est clair. Mais si ça reste jouable, en gros, ils se tirent des missiles dessus et puis ça escalade pas trop, à part ça, c'est déjà beaucoup, mais bon, eh bien, je pense que le Bitcoin pourra remonter. Voilà, je ne serais pas étonné, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je ne serais pas étonné en tout cas
que ce scénario se déroule. Ensuite, très intéressant, c'est là on voit aussi qu'il se passe quelque chose dans les capitaux institutionnels, hein, parce que là les ETF, Bitcoin et Ethereum, c'est surtout les institutionnels qui sont sur ce marché-là. Eh bien, regardez, il n'y a que, alors ça fait, je crois que je l'ai jamais vu, c'est-à-dire on a 2 voire 3 semaines donc consécutives, on n'a pas eu une seule journée de flux sortant sur les ETF Ethereum Spot, et même pire que ça, on voit que c'est les derniers jours que vous voyez, c'est-à-dire le 10, 11 et 12 juin, on a même dépassé les 100 millions largement, avec même les 240 millions au 11 juin de flux entrant sur les ETF Ethereum Spot. Ça, c'est un nouveau record, hein. C'est un nouveau record. Et on a un total de 3,8 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot. Donc là, on voit bien que ça y est, la rotation des capitaux aussi se déroule, mais pas non plus au détriment du Bitcoin. On le voit bien, puisque les ETF Bitcoin Spot n'ont pas rencontré de sortie majeure de capitaux là récemment. Donc là aussi, c'est intéressant. On voit que ça y est, les institutionnels s'intéressent de plus en plus à Ethereum. Donc, effectivement, Ethereum, dans ces conditions-là, je pense qu'on n'a pas encore tout vu du tout, puisqu'on a encore un intérêt institutionnel qui s'accroît et qui va continuer sûrement, puisque on est bien parti hein, avec ces nouvelles-là. Donc, je passe aux actualités, c'est-à-dire aux articles, donc avec un article de cryptost.fr, donc ce que je vous disais sur les ETF Ethereum Spot, qui avait 240 millions de dollars d'inflow. Donc, les ETF Ethereum battent ceux sur le Bitcoin et s'apprêtent à réaliser un nouveau record. Voilà, donc ça c'est du, je crois, jamais vu. Et on enregistre effectivement 18 journées d'entrée nette positive consécutives, du jamais vu sur les ETF Ethereum Spot, dans un contexte en plus morose au niveau économique même, sur le point macroéconomique au niveau mondial, la finance traditionnelle, avec une crise monétaire, avec une crise, avec les guerres maintenant, donc on n'a plus la Russie, l'Ukraine, maintenant on a la guerre quasiment du Golfe bis, ou Golfe 2.0, et malgré tout ça, les capitaux continuent de rentrer sur ces marchés-là, très intéressant. Ensuite, je continue toujours avec le Bitcoin, donc journalducoin.com, les trésoreries centralisées s'emparent d'un tiers du Bitcoin mondial. Alors ça, c'est une bonne et c'est une moins bonne nouvelle hein, forcément, parce que si vous êtes comme moi dans la philosophie des crypto-monnaies, du Bitcoin, c'est fait justement pour débancariser, pour sortir du système traditionnel, et bien manque de peau, là on est en train en fait d'assimiler de plus en plus le Bitcoin, parfois des institutionnels en fait, à de la centralisation forcément, puisque à terme, si on continue sur cette voie-là, la majorité des Bitcoins sera dans les mains des institutionnels, c'est-à-dire des personnes qui dirigent le monde, quoi. Bon, donc ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Cheval de Troie un petit peu sur le système. Mais en même temps, ça va forcément provoquer un choc entre l'offre et la demande qui aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Surtout si c'est concentré dans une poignée de personnes. Donc là aussi, ça devrait interpeller. C'est-à-dire que c'est pourquoi tous les riches, parce que bon, c'est ça, hein, on va pas se leurrer, c'est les gens qui achètent du Bitcoin aujourd'hui, et je vais vous montrer d'ailleurs après les chiffres, c'est les riches, les baleines, les institutionnels, même bientôt les gouvernements. Donc aujourd'hui, c'est presque surtout n'achetez pas du Bitcoin parce que nous, les institutionnels, on veut un maximum. Voilà. Ça devrait interpeller. Bon, allez, je continue. Donc avec cette fois un article de cointribune.com. Donc Bitcoin, des milliers d'entreprises sur le point de franchir le Rubicon. Ça, c'est le propos en fait du CIO de Bitwise, dans la plateforme Exchange, donc qui a déclaré effectivement sur Twitter que des milliers d'entreprises sont sur le point d'acheter du Bitcoin. Et on parle donc d'une avalanche d'entreprises étant en passe de faire du Bitcoin leur principal actif de trésorerie et de pousser le Bitcoin du coup vers de nouveaux plus hauts. Bon, pas moi qui le dis, c'est CIO de Bitwise. Donc on voit bien que les personnes après qui ont forcément en interne accès à des informations que nous, communs des mortels, entre guillemets, dans la finance traditionnelle, on n'a pas. Bon. Donc, et ça, c'est une évidence absolue, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir besoin de déclaration pour comprendre, il suffit de voir, même sur les 6 derniers mois, même depuis l'année dernière, le nombre de bitcoins qui ont été achetés par des entreprises et l'augmentation du nombre d'entreprises qui sont au minimum intéressées au bitcoin et au minimum ont acheté du bitcoin. Et là, je vais vous montrer, donc on va passer sur un peu Twitter, les articles Twitter. Donc avec un tweet de Cointelegraph, regardez, donc là c'est une entreprise donc britannique, donc à Londres, donc c'est la Smarter Web Company, a acheté 74,27
Bitcoin. Alors, c'est pas un énorme montant, hein, on est d'accord, mais ça prouve que même ce genre d'entreprise, et si toutes les entreprises mondiales commencent à acheter même un seul Bitcoin par-ci par-là, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Et donc cette entreprise-là, du coup, cumule un total de Bitcoin dans sa trésorerie maintenant de 242,34 Bitcoin. Voilà, c'est le parfait exemple en fait de ce qui peut se passer et de pourquoi il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Parce que quand on cumule l'intérêt institutionnel, l'intérêt maintenant gouvernemental et encore gouvernemental, on n'y est pas encore vraiment. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis qui ont lancé leur loi la réserve stratégique de Bitcoin, ils n'ont pas encore activé le bouton pour acheter réellement du Bitcoin. Pour l'instant, c'est du marketing. Mais le jour où ça va arriver, on va avoir des acteurs gouvernementaux qui vont acheter réellement du Bitcoin, ça va être le bordel. Parce que tout le monde va vouloir acheter du Bitcoin, même au niveau gouvernemental. Donc, il n'y aura même plus, on va dire, assez d'argent, hein, si je puis dire, pour acheter du Bitcoin, parce qu'il va tellement aller haut que c'est vrai que je me demande si un jour on aura vraiment toujours la capacité de mesurer le Bitcoin par rapport aux monnaies fiat, en fait. Tellement il va exploser. Ça, c'est quelque chose que, personnellement, je peux me tromper, hein, mais c'est quelque chose que je peux voir venir. C'est exactement l'exemple parfait par exemple, Venezuela, quand il y a eu la crise, ou même au Liban, il y a eu la crise monétaire avec une dévaluation extrêmement forte, une hyperinflation de la monnaie. Eh bien, les enfants jouaient avec des billets de banque dans la rue. Et vous aviez C'était fait pour jouer, quoi. Tellement ça ne valait plus rien la monnaie. Eh bien, on va arriver à un tel niveau, je pense, avec le Bitcoin, que toutes les monnaies fiat dans le monde vont connaître quelque part un peu le même sort, quoi, par rapport au Bitcoin. Voilà. Donc, chaud, chaud. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces nouvelles c'est là où on voit que c'est vraiment les institutionnels qui portent le marché actuellement. C'est que là, vous voyez, toujours un tweet de Cointelegraph France. Comme ça, je vous avais déjà présenté cette courbe-là il y a 2 semaines. Mais c'est intéressant de voir, voilà, c'est un journal plutôt connu, hein, vous voyez, Cointelegraph, qui présente la chose avec 2,7 millions de followers, quoi. Bon, donc c'est pas pareil. Et vous voyez, regardez, ben, ils disent qu'en fait, l'intérêt Google pour la recherche du mot Bitcoin est maintenant au même niveau que lorsque le prix était à 16 000 dollars. Dingue. Donc on voit que l'intérêt, en fait, des particuliers du retail, de la masse, n'est plus du tout au rendez-vous. Tout le monde a lâché. Et maintenant, c'est open bar pour les institutionnels. Donc là, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, ça. C'est pour ça, il faut vraiment prendre, dézoomer pour comprendre vraiment que le Bitcoin a tout son avenir quoi, devant lui. Ensuite, toujours un tweet de Cointelegraph. Donc, regardez, donc là, le billionnaire, donc milliardaire Paul Tudor Jones, donc appelle donc, le Bitcoin, l'or et les actions comme le meilleur portefeuille pour combattre l'inflation. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà. C'est-à-dire que le Bitcoin est désormais un actif de valeur internationale, comme le dit Larry Fink, le PDG de BlackRock, équivalent en termes de valeur refuge à l'or et équivalent en termes d'investissement pour des rendements intéressants aux actions boursières du CAC 40, du S&P 500. Alors, même pas dans le CAC 40, excusez-moi, je dis CAC 40, mais j'y crois pas du tout. CAC 40, la bourse française, laissez tomber, c'est même pas la peine. Il n'y aura plus de France dans quelques années au point, au rythme où on va. Donc non, le S&P 500, oui, mais pas le CAC 40. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant au niveau du Bitcoin, c'est ça. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est le parfait en fait compromis, on est en train de se rendre compte, entre la valeur refuge de l'or et les rendements des actions boursières. Voilà, donc on a un couplage là-dedans, donc c'est hyper intéressant, quoi. Bon, allez, je continue toujours sur le Bitcoin et les bonnes nouvelles. Ben, regardez, c'est-à-dire que là, quand je vous dis qu'on est en train d'assister à une ruée, un FOMO institutionnel, hein, je rappelle, c'est qu'on est toujours là en 2025 et ça augmente, ça continue d'augmenter. C'est-à-dire que j'avais présenté cette courbe il y a déjà un mois, c'était impressionnant. Mais là, aujourd'hui, malgré les récentes corrections, malgré la guerre maintenant Iran-Israël, cette courbe-là continue d'augmenter. Et ça, qu'est-ce que c'est cette courbe? Ben, vous voyez que là en blanc, c'est la courbe du prix du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Et en bleu, en fait, vous avez l'arrivée des nouvelles baleines qui achètent en masse du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on observe
sur ce graphique, eh bien, c'est que depuis 2021, regardez au précédent cycle, c'est-à-dire entre 2020 et 2021, avec les deux précédents pics vers les 60 000 dollars du Bitcoin, eh bien, nous étions à un intérêt une arrivée d'une nouvelle baleine qui était quand même, c'était potiche, quoi, c'était rien. Ouais, entre 2020 et 2022, au final, il n'y a pas eu grand-chose en termes d'arrivée de nouvelles baleines et donc d'institutionnels et donc de milliardaires. Aujourd'hui, regardez, en 2025, c'est depuis en fait début d'année 2021, c'est-à-dire que depuis qu'on a eu l'arrivée des ETF, on voit bien que les ETF sont arrivés en début d'année 2024. Ici, vous voyez, depuis l'arrivée des ETF, donc Bitcoin, on a une explosion littérale. Voilà. Ça a été vraiment le top départ de la course pour les institutionnels à ceux qui allaient choper le plus de Bitcoin. Et ça va continuer. Ça va continuer au fur et à mesure également de la montée de la Global Liquidity Index. Alors, on a atteint un nouveau record là. Aujourd'hui, j'avais fait déjà la semaine dernière le point sur le Global Liquidity Index avec la masse monétaire mondiale injectée sur le marché. Et bien, on a encore atteint aujourd'hui un nouveau record de liquidité. Donc, on est très loin d'avoir tout vu sur le Bitcoin, parce que je vous rappelle la corrélation entre la Global Liquidity Index mondial et le Bitcoin, c'est plus on a de liquidité, plus on a d'argent qui est imprimé au niveau mondial, et plus cet argent-là, après, se dirige vers les valeurs refuges ou vers les valeurs aussi risquées. Et le Bitcoin étant, d'un point de vue comme de l'autre, étant jugé soit comme une valeur refuge, soit comme un actif risqué, eh bien, attire les capitaux. Voilà, donc ça va péter. Ça va péter. Ça, ma conviction personnelle, c'est qu'on n'a encore rien vu sur le marché du Bitcoin et également des altcoins. Malgré la frustration actuelle du marché, c'est clair, ça ne fait pas plaisir, surtout qu'on a des nouvelles avec les guerres qui s'enchaînent, hein. Ils ont que ça à faire, de se taper dessus les autres là, donc ils ont que ça à faire, donc forcément, ça fait baisser les marchés. Mais bon, là aussi, justement pour ce genre de crise là, avec des gens qui se tapent dessus, c'est intéressant parce que là j'ai un tweet de Bitcoin News qui fait justement la référence et le calcul, entre guillemets, des retours sur 10 jours et 60 jours, justement, du S&P 500, donc la bourse américaine, l'or, également le Bitcoin. Donc sur 10 jours et sur 60 jours. Là, vous avez deux graphiques, enfin deux types de colonnes ici sur le tableau. Et donc, il fait la référence en fait justement aux crises majeures qui ont eu lieu ces dernières années depuis 2020. Donc en 2020, 3 janvier 2020, souvenez-vous, nous avions eu l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sur 10 jours, à partir du 3 janvier 2020, on a eu en fait un retour du S&P 500 et de l'or proche, allez, de 0, hein, 2% pour le S&P 500, mais le Bitcoin, lui, a fait 12%. Sur 60 jours, nous étions à 20% pour le Bitcoin et le reste, on voit que ça a sous-performé. Bon, le Covid, là, je pense que le Covid, c'est typique de la plus grosse crise hein, de ces dernières années au niveau, bon, on n'a pas eu pire, en tout cas avec le Covid, au niveau des marchés boursiers. Le S&P 500 a fait moins 20% en 10 jours, l'or a fait moins 10% et le Bitcoin a fait moins 25%. Donc là, on voit bien qu'en 2020, la valeur refuge par excellence, c'était toujours l'or en termes de valeur court terme sur 10 jours. Par contre, quand on fait le référence sur 60 jours, là, c'est plus la même. Donc on voit bien que l'or, le S&P 500, en fait, ont rattrapé leurs pertes. C'était ça, hein, parce que c'était très court terme, c'était au confinement. Mais par contre, le Bitcoin, lui, a fait un plus 21%. Il a surperformé largement tout le reste, le Bitcoin. Là, c'est intéressant. Donc, on voit bien que le Bitcoin, en fait, quand on considère le Bitcoin aujourd'hui comme un actif risqué, volatile, c'est vrai, hein, parce qu'il y a des grosses variations. Vous voyez que là, en 2020, c'est celui qui avait le plus établi de volatilité à la baisse, mais également à la hausse. Voilà. Ensuite, il y a eu les élections de 2020. Pareil, le Bitcoin surperformé. Mais là, sur ce graphique, c'est bien. Mais là, on prend en compte également qu'on rentre dans le cycle bull run. On n'est pas dans le cycle de bear market pour le Bitcoin. En 2020, c'était pile poil l'année où il y a eu le halving, souvenez-vous. En plus, le 3 novembre 2020. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait une surperformance du Bitcoin de 131%, c'était le cycle haussier. Par contre, là où c'est intéressant, c'est l'invasion Russie-Ukraine. Là, on a carrément la guerre qui s'affiche. Et donc, c'est pour ça que je pense, vous voyez, regardez, sur 10 jours, on a eu une baisse de 6% du Bitcoin,
Mais sur 60 jours, on a eu derrière, bim, un retour flagrant du Bitcoin qui a fait un plus 15%. Donc on voit que même la guerre Russie-Ukraine n'a pas en fait vraiment impacté le Bitcoin et même les marchés comme l'or et les actions boursières. Donc je rejoins Paul Tudor Jones quand il dit que le Bitcoin, l'or et les actions boursières, c'est le parfait combo en fait pour justement lutter contre l'inflation. On le voit en direct, même par rapport aux crises majeures. Et donc là, on pourra rajouter. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu les banques régionales des crises. Souvenez-vous, en 2023, ouais, c'est ça. Aux États-Unis, ben, le Bitcoin et l'or ont surperformé les actions boursières. C'est là aussi où alors moi, personnellement, je n'ai pas mis une bille dans les actions boursières, justement parce que le jour où on a une crise, en fait, de la finance traditionnelle, c'est-à-dire une crise bancaire, eh ben, comme les actions boursières sont liées aux entreprises, liées aux banques, forcément, hein, pour les comptes bancaires, eh bien, on assistera, je pense, à une chute des valeurs boursières. Et de toute façon, les entreprises, aujourd'hui, quand on voit la capitalisation boursière d'entreprises qui commence à faire un PIB d'un pays, on comprend que c'est pas normal. On comprend qu'il y a une décorrélation entre les valeurs boursières des entreprises et la valeur réelle, en fait, de l'économie réelle dans le pays associé, quoi. Voilà. Donc quand il va y avoir un rattrapage, je pense que ça va faire très mal, ou quand il y aura une crise majeure des banques, parce qu'avec la crise monétaire, un jour, on aura une faillite bancaire majeure, hein, c'est sûr. Enfin, en tout cas, à mon avis personnel. On l'a bien vu en 2023 quand on a failli frôler la catastrophe et que ça a été sauvé de justesse les banques par l'impression d'argent. Sauf que l'impression d'argent, ça va un moment, mais vous ne pouvez pas le faire à vie. Donc, donc, à un moment, il n'y aura plus de levier pour justement contrer les banques, enfin les crises bancaires. Voilà. Et donc là, on voit que durant cette crise bancaire, eh bien, qu'est-ce qui a performé? Eh bien, c'est l'or, le Bitcoin, et que ce soit sur 10 jours ou 60 jours. Donc c'est pour ça que, à mon avis personnel, vraiment, hein, c'est ma conviction personnelle, après, libre à vous de vous informer ou autre, on voit bien que l'or, l'argent physique aussi, hein, ne pas négliger l'argent physique, mais également le Bitcoin sont désormais des valeurs refuges parfaites pour en fait diversifier son portefeuille, en plus des monnaies fiat, par exemple comme le franc suisse, pour avoir quand même des monnaies fiat. Bon, pour contrer justement ce genre de crise majeure ou l'inflation générale. Et enfin, il y a eu en 2024, souvenez-vous, la crise du yen japonais avec le carry trade, comme on dit, et donc là, bon, il n'y a pas eu d'impact réel sur l'or, le Bitcoin ou même le S&P 500. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça que je trouvais hyper intéressant, et c'est pour ça que je pense que là, par exemple, la guerre entre l'Iran et l'Israël, c'est du court terme, au niveau des impacts sur les marchés. Pareil, je pense que sauf si ça se développe en troisième guerre mondiale totalement généralisée, en mode seconde guerre mondiale, quoi, avec tout le monde qui se tape dessus, des bombes nucléaires dans tous les sens. Là, oui, bah là, c'est la fin du monde, quoi. Mais bon, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres pays qui vont, enfin, j'espère en tout cas, qui vont rejoindre la guerre. Le conflit, ça va pas se généraliser en troisième guerre mondiale. Bon, par contre, là où ça va impacter, ça va être le pétrole. Donc si ça impacte le pétrole, on va en parler après, hein, bien sûr avec les nouvelles, eh bien là, on peut se faire du souci sur l'inflation, parce que le pétrole, c'est la base de l'énergie sur absolument plein de produits, plastiques, enfin. Donc ça va impacter forcément la vie de tous les jours, l'énergie, l'essence, bon, et donc comme l'énergie, c'est le principe même de l'inflation pour la production de produits, nous, déjà en Europe, on est mal. Ben, je peux vous dire que là, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour tout ce qui est l'aspect des dettes, l'aspect crise monétaire pour nous, pour l'euro, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est le plus primordial, là, je vous rappelle, hein, c'est primordial de s'intéresser vraiment au minimum aux valeurs refuges comme l'or, l'argent physique, déjà les deux, et le Bitcoin désormais. Et c'est peut-être pas étonnant d'ailleurs qu'on ait un vrai raz de marée, comme je vous le montre ici. Je reviens sur le graphique des nouvelles baleines parce que je pense que ces gens-là savaient quelque part depuis 2024 qu'il allait avoir un problème majeur. C'est des gens, ils vivent pas dans le même monde que nous, hein. Ils ont accès à des informations, c'est des insiders. Voilà, même si on rentre dans la sphère un peu plus complotisme, comme on se fait accuser, eh bien, on peut dire même que c'est eux qui provoquent les événements, les guerres, les machins, parce que ça leur rapporte de l'argent. Enfin, toute question de pognon, hein. De toute façon, on le sait, ça c'est pas nouveau. Voilà. Donc, s'ils savaient qu'ils se réfugient autant dans le Bitcoin, c'est que c'est peut-être pas pour rien. Voilà,
ça aussi, c'est à prendre en compte en termes d'analyse, de réflexion, parce qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis toujours, vous avez compris, hein, je suis toujours à fond là, dans le Bitcoin, je suis toujours bullish, à fond sur l'or, l'argent, encore plus maintenant avec la guerre Israël-Iran, qui va encore plus déstabiliser, et avec l'éventuel choc pétrolier qui nous tombe dessus, si ça empire, hein, si ça empire, j'espère pas, mais si ça empire, il faut prévoir le pire pour anticiper et protéger un peu son patrimoine, quoi. Voilà. Bon, ce sera tout pour le Bitcoin hein, aujourd'hui. Maintenant, j'ai passé au prochain projet, c'est-à-dire BitChain. Je commence avec un premier tweet de Chain Broker. Vous voyez qu'il fait référence au plus gros projet de développement sur le mois, en fait, entre mai et juin 2025. Et regardez, BitChain possède toujours dans le top 10, en fait, des plus gros projets dans la crypto-monnaie qui ont une activité de développement très intéressante, notamment avec plus 120% d'activités de développement, aux côtés quand même de gros projets comme IOTA, alors EGLD, Mina, TIA et également NER Protocol. NER Protocol, très bon projet dans le RWA et même l'intelligence artificielle également. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ce que nous fait là BitChain. Je continue toujours sur les chiffres quelque part. Alors après, là, ce sera les chiffres plus sociaux de l'activité en fait sociale de BitChain sur l'engagement en fait sociaux. Et regardez, donc là, j'ai un tweet de Satoshi Club où vous avez le secteur du RWA qui est représenté ici. Et dans ce secteur du RWA, vous avez BitChain en deuxième position avec 7,42 millions d'engagements. Donc je pense que ça, c'est plutôt lié aussi à la plateforme VBetterDAO. Vous savez, les applications et dApps, on voit beaucoup d'interactions désormais. Et donc, c'est lié forcément à VeChain puisque c'est l'écosystème majeur hein, pour la plateforme VBetterDAO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est deuxième derrière pour VeChain, derrière Link, qui est vraiment un énorme projet également avec les oracles, vous savez, et qui est vraiment le leader incontesté hein, aujourd'hui sur cet aspect-là dans le RWA, qui d'ailleurs s'est associé à XRP, un Ripple, et également à la finance traditionnelle, BlackRock, compagnie, pour créer des services. Bon, donc c'est plutôt intéressant, et on voit qu'après vous avez Avalanche, bien évidemment. Alors je vois pas Ashbar là, Ashbar est pas loin. Également, on voit ici. Mais c'est vraiment, je pense, BitChain, l'aspect du VBetterDAO avec tout ce qui est la tokenisation des actions en fait, de la vie de tous les jours. Rien que de faire, c'est bête à dire, hein, mais de prendre son café en photo et d'être récompensé d'ailleurs en crypto-monnaie parce que vous avez utilisé un mugshot qui n'est pas jetable, mais qui est durable, eh bien, ça peut faire la différence, surtout en Asie. Je pense que ça marche beaucoup en Asie, cette mentalité-là. Donc, bon, plutôt intéressant. D'ailleurs, BitChain est un projet asiatique, hein, je vous rappelle, à la base. Bon, allez, je continue. Donc ça, c'est les nouveautés, on va dire, sociales et les chiffres d'intérêt sur l'écosystème de BitChain. On voit que ça continue d'exploser au niveau des statistiques sur les nouvelles adresses hein, de portefeuille sur BitChain, parce que là, on a dépassé les 8 900 000 nouvelles adresses. Voilà, donc c'est quand même une énormité. Et on voit que 2025, vraiment, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, parce qu'on a doublé quasiment à 1 million près, mais je pense qu'on va y arriver là dans un mois ou deux, on va arriver à 10 millions. On va arriver à 10 millions. Donc, en l'espace d'une année, on aura doublé le nombre de nouvelles adresses sur BitChain. Et donc, cet engouement est vraiment porté non pas sur BitChain, parce que vous voyez, BitChain, en nombre de détenteurs, on est encore à 1 685 000 holders. C'est-à-dire que là, cette semaine, je crois qu'on a dû gagner 300 nouveaux holders sur VeChain. Vous voyez, c'est ridicule. Et donc, on voit que l'engouement il est vraiment porté par le VTHO, c'est-à-dire que les gens achètent du VTHO et également le B3TR, où là, c'est quasiment 100 000 nouvelles adresses par semaine. Et après, bien sûr, il y a d'autres jetons sur d'autres projets comme le HIT. Wow, il y a également, je crois, le nouveau stablecoin qui est indexé. Et surtout, il y a les nouveaux, c'est-à-dire les nouveaux tokens, j'essaie de les voir ici, associés justement à Ethereum, etc. Parce que je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Maintenant, sur il y a également tout ce qui est les bridges. Voilà, vous avez le XRP bridge, vous avez l'USDT bridge. Alors, ça prend pas beaucoup. Hein. Je vois, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de holders. Mais désormais, on a la possibilité de faire un pont entre les autres blockchains
et la blockchain de VHL. Mais là, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun engouement là-dessus. Donc, à voir comment ils vont tourner ça à l'avenir. Bon, allez, je continue. Donc, cette fois, je vais passer à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, on a une nouveauté sur Fetch.ai, hein, vous connaissez. Et donc, TRNR, vous voyez, c'est quand même une grosse société, sécurise 500 millions de dollars pour acheter des tokens, donc des jetons faits, et lancer en fait une crypto-trésorerie sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a l'article qui est là, donc j'ai fait comme d'habitude pour vous faciliter les choses et me faciliter les choses également. J'ai pris ChatGPT, traduction, résumé et bim. Donc, la société interactive Twint, vous voyez, donc c'est comme ça, cotée en bourse sur le Nasdaq avec donc l'intitulé TRNR, a levé 55 millions de dollars auprès d'ATW Partners et DWF Labs dans le cadre d'un financement pour aller jusqu'à 500 millions de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Donc ces fonds serviront exclusivement à acheter des tokens. C'est même pas pour investir dans un projet, pour créer quelque chose, une infrastructure ou pas. Non, ils ont carrément levé, là, ils sont en train de lever un demi-milliard de dollars uniquement pour acheter des jetons faits. Vous imaginez un peu le délire quand même. Bon, d'ailleurs, là, on ne parle pas de Bitcoin, là on parle vraiment d'un jeton dans l'intelligence artificielle. Pour vous dire un peu, quand je vous dis qu'il y a un couplage désormais entre la finance traditionnelle, la blockchain, l'intelligence artificielle, ben, on y est. C'est-à-dire vous avez des sociétés comme ça, de gros calibre hein, quand même, qui commencent vraiment à se projeter sur ce genre de projet. Et donc TRNR, tout simplement, l'a déclaré, son objectif est de devenir la plus grande entreprise américaine cotée en bourse à détenir une trésorerie crypto axée sur un jeton IA. L'entreprise collaborera également avec Fetch.ai pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses services de fitness numérique. On y est, voilà. Donc pourquoi ils veulent acheter du jeton fait? Parce que derrière, ils ont aussi un projet de mise en place de choses concrètes au sein de leur entreprise. Donc est-ce qu'ils vont utiliser le jeton fait? On ne sait pas encore, hein. Mais on peut supposer, c'est-à-dire que s'ils achètent autant de jetons, c'est peut-être qu'ils vont mettre à disposition derrière de leurs clients la possibilité, en échange des services de fitness numérique, eh bien, d'utiliser les jetons faits pour X ou Y raison. Notamment dans le cadre d'agents autonomes, puisque Fetch.ai, je le rappelle, hein, c'est écrit ici, développe une infrastructure d'agents autonomes permettant de créer et monétiser des services IA avec des applications dans divers secteurs comme la santé, la logistique, l'énergie et la finance. TRNR utilisera la plateforme de BitGo pour la garde et le trading des tokens faits. Donc ce mouvement stratégique vise à renforcer la flexibilité financière de TRNR, soutenir la croissance dans le fitness digital et exposer ses actionnaires aux actifs technologiques de nouvelle génération. Voilà. Donc on y est. On y est. Donc je rappelle, un TRNR, ça produit des équipements de fitness connectés via ses marques CLMBR, donc l'escalade verticale, et Form FORME, des salles de gym numérique plus le coaching virtuel. Donc en fait, TRNR, leur objectif quelque part, c'est de faire en sorte que tout soit automatisé avec l'IA, et donc vous n'aurez même plus besoin de personnel en fait. C'est là où on est en train d'assister, c'est sur ça que c'est intéressant, hein. Ça a l'air de rien comme ça l'article, mais on voit il y a beaucoup de choses qui en ressortent, c'est-à-dire que déjà on a une entreprise qui donne un exemple concret de ce qu'elle projette dans l'avenir. Elle est déjà dans l'aspect de fitness numérique, mais là elle va aller beaucoup plus loin, elle va automatiser le process. On n'aura même plus, les clients auront même plus peut-être un vrai coaching, mais un coaching sera une intelligence artificielle. Voilà, on pourra interagir avec cette intelligence artificielle. Je rappelle qu'il y a déjà aujourd'hui des modèles avec le Google VO3 là, ou VE3, où vous cassez les dents dessus, vous ne savez même pas faire la différence entre si c'est une intelligence artificielle, la vidéo, ou si c'est une vraie vidéo, quoi. Voilà, on en est là. Donc là, on se dirige vers un modèle où on va mettre beaucoup de monde au chômage, hein, clairement, malheureusement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'intéresser au minimum à ce qui se passe et à ce genre de nouvelles qui sont en fait le début de la fin, quoi. Non, 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 pas du tout, mais c'est pas le début de la fin, mais c'est le début de la fin d'un monde qu'on connaissait. Voilà, c'est plutôt ça. On se dirige vers un nouveau paradigme social et économique, bien évidemment, avec ça. Donc là, vous voyez, j'ai le tweet de TRNR Nasdaq, donc l'entreprise,
Et donc qui annonce voilà, avoir directement atteint les 55 millions de dollars en termes de milestone. C'est la phase 1 sur 10. Donc on voit qu'il voilà, il y a d'autres levées de fonds qui arrivent sur un global de 500 millions de dollars. Ils le disent ici. Donc ça commence parce que là c'est une entreprise de calibre, allez, on va dire de calibre moyen, à côté au Nasdaq quand même, hein, la société, mais c'est vrai que c'est pas connu, en tout cas en Europe. Bon, voilà, mais quand même c'est intéressant. Ensuite, article de cointribune.com, le trafic IA explose, mais ChatGPT capte toujours 80% des visites. Donc on voit qu'aujourd'hui le monopole est dans ChatGPT. Mais est-ce que ça va continuer? Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a d'autres modèles, hein. On voit qu'il y a Claude, Gemini, il y a plein d'autres modèles d'IA qui sortent, qui sont plus performants que ChatGPT. J'ai pu assister moi-même au développement, un développeur, un codeur qui développait une application. J'ai pu voir en temps réel, le voir faire, c'est impressionnant. En fait, il demande, il expose sa stratégie à Claude, notamment une intelligence artificielle spécialisée pour les développeurs. Et Claude lui a sorti son code. Et ça marchait à la fin. Bluffant. Et ça, en 5 minutes. Le développeur, en fait, me disait que si lui, il avait dû le faire de son côté, ça lui aurait pris entre une journée, voire 2 journées. Alors qu'en développant ça avec l'intelligence artificielle, il a mis 5 minutes. C'était vraiment incroyable. Voilà où on en est, quoi. Donc, quand je vous dis que ça commence à mettre les gens au chômage, c'est que on n'est pas loin. Et encore, on est au début, là. On est au début de l'intelligence artificielle sur plein de sujets. Donc, tout ce qui est traducteur, tout ce qui est professeur même. Alors, professeur, il y aura le côté humain. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on voit ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale en France, euh, c'est- on met des robots et comme ça, il n'y aura plus de problème des gens qui se font poignarder et tout, quoi. Quand on voit ce qui se passe, c'est dingue. Mais bon, après, j'exagère, hein, j'exagère. Mais voilà ce qui est possible en tout cas. En tout cas, c'est possible. Bon. Allez, je continue toujours avec l'IA. Donc là, je suis sur les échos. Meta investit plus de 14 milliards dans Scale AI et débauche son fondateur. Donc quand je vous dis que là, on a un narratif qui est surpuissant, l'intelligence artificielle, eh bien, on voit que les grosses entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles investissent des montants colossaux, comme dans le Bitcoin. Enfin, sauf que là, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc, l'opération valorise la startup Scale AI environ 29 milliards de dollars. Le but pour l'empire Zuckerberg est d'attirer Alexandre Wang, le cofondateur et PDG de la startup, pour l'associer à des travaux sur la super intelligence. Ça rappelle super intelligence, l'alliance ASI. Vous savez, alors, rien à voir, hein, mais je veux dire dans le terme, dans les travaux, je pense qu'on se dirige vers ce modèle-là, c'est-à-dire un pont entre la blockchain, l'intelligence artificielle et la finance traditionnelle. Voilà. Allez, je continue. Cette fois, je vais passer au RWA hein, de façon plus prononcée avec Hondo Finance et XRP. Je commence avec un premier tweet de Hondo Finance. Regardez, nous sommes en train d'apporter donc au monde donc de la tokenisation des actifs du monde réel donc sur le XRP Ledger. C'est-à-dire que les actifs tokenisés via Hondo Finance, ça y est, arrivent sur le XRP Ledger. Donc là, ce qui est intéressant avec toute la série de nouvelles que je vais vous passer, vous allez voir, ça a tout à voir avec le XRP et Ripple. C'est assez impressionnant hein, même de voir vraiment le fil conducteur qui amène Ripple et surtout le XRP à vraiment remplacer quelque part le réseau Swift bancaire ou à le révolutionner. Vous allez voir comment, pourquoi. Donc je vous prépare un petit peu au niveau de l'introduction là sur XRP au final. Mais vous voyez, ça y est, Hondo Finance, qui est un des leaders maintenant aux côtés du fonds Bridle de BlackRock dans la tokenisation des bons du trésor américain et des actifs boursiers, au final, eh bien, ça y est, arrive sur le XRP Ledger de Ripple. Donc ça y est, hein, c'est fait. Et en fait, annonce clairement un partenariat donc avec Ripple, hein, bien sûr, mais forcément aussi un lien avec le RLUSD, c'est-à-dire le stablecoin de Ripple. Donc on en revient quand même dans le secteur du RWA avec des acteurs majeurs, avec Hondo Finance, XRP, qui s'allient entre eux pour en fait révolutionner absolument toute la finance traditionnelle. Donc c'est pas fini, je vous rappelle, alors ça c'était une nouvelle que je vous avais déjà annoncée la semaine dernière, hein, donc le 12 juin. C'est-à-dire que ça y est, on a un lien aussi entre Hondo Finance, Chainlink, que je vous disais, un Chainlink, un gros pont dans le RWA, et bien on y est. C'est-à-dire que Hondo Finance, Chainlink et Kinexys, d'une des plus grosses banques
mondiale hein, américaine, vous voyez ici, JP Morgan, eh bien ça y est, ont annoncé un partenariat, un lien entre elles pour créer en fait une infrastructure bancaire sur Ondo Chain, c'est-à-dire Ondo Finance. Voilà. Donc on voit quand je vous dis que là on a quand même des nouvelles qui s'enchaînent sur des ponts entre ces gros pontes en fait dans la tokenisation d'actifs liés en plus à des secteurs bancaires. JP Morgan quand même, c'est pas les rigolos du coin, hein, non, c'est JP Morgan. Voilà. Donc on voit que la révolution bancaire est en marche, il n'y a rien qui va l'arrêter, et que si on a la chance de sauter sur ce genre d'investissement, ça peut, je pense, vraiment, hein, sur le moyen long terme, changer vraiment les choses. Clairement. C'est ma conviction personnelle. Après, je vous dis pas, il faut investir là-dessus hein, impérativement. Je dis, c'est chacun sa conviction, chacun sa vision des choses, parce que autant ça marchera pas. Hein. Autant la tokenisation d'actifs, je vous dis ça, mais autant ça marchera pas. Alors je vous le dis sans conviction parce que je suis persuadé que ça va marcher, puisqu'on y est, parce qu'il y a les plus gros acteurs. Mais c'est sûr que s'il y a une météorite qui tombe, où il y a la guerre, voilà, la guerre Iran-Israël, genre de conneries, c'est sûr que ça peut, voilà, c'est jamais garanti à 100% qu'un investissement vous rapporte, voilà. C'est tout. Mais c'est des paris. C'est-à-dire, moi, je choisis de faire le pari sur cette technologie-là parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la technologie actuelle bancaire, elle est obsolète. Ben, ça coûte trop cher, c'est trop long, c'est trop chiant. Parce qu'on voit maintenant que pour déposer ou retirer 1000 euros, ben maintenant, il faut presque montrer patte blanche à sa banque. C'est-à-dire, d'où viennent les fonds, où est-ce qu'ils vont, à quoi ça sert. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, c'est plus notre argent. Moi, je le vois hein, avec ma banque. Enfin, quand j'ai de la chance, non, mais j'ai des témoignages enfin, constants de personnes, si elles veulent retirer ou même mettre des fonds dans la crypto et tout, bah, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Alors que c'est leur argent. Donc aujourd'hui, vous mettez la blockchain au milieu, moins d'intermédiaires et basta. C'est plus rapide, plus transparent en plus, parce qu'en plus, c'est nébuleux hein, ce milieu-là. Donc vous mettez la blockchain au milieu et hop, tout le monde sait à peu près où va l'argent et d'où il vient, sans besoin de démontrer les factures et machin à droite à gauche. Bon. Allez, je continue. Allez, XRP, Ripple. Donc là, vous voyez, le futur est interopérable. Donc USDC de Circle, donc le stablecoin de USDC, c'est-à-dire le deuxième plus gros stablecoin mondial en termes de volume, est désormais sur le XRP Ledger. Donc Ripple et Circle sont en train d'apporter en fait une des plus grosses réserves avec un one-to-one, c'est-à-dire 1 dollar égale 1 USDC ou 1 sur l'XRP Ledger, pour accélérer justement l'adoption institutionnelle et la DeFi. Donc on voit quand même que là sur une semaine, Ripple, ils ont enchaîné, hein. Ils ont enchaîné du lourd là, ils ont fait un partenariat avec Ondo, partenariat avec Circle, donc les stablecoins. Franchement, ils envoient du pâté là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, cette semaine, il y a eu, ou la semaine dernière, il y a eu ce qu'on appelle l'Apex. Donc, l'Apex, c'est un événement qui a réuni justement tous les gros pontes dans le RWA, dans la crypto-monnaie, avec notamment donc le Yann de Bod, il me semble que c'était le CIO de Ondo Finance. Alors, son poste, je ne suis plus sûr exactement de son poste, mais en tout cas un gros ponte hein, dans Ondo Finance, et Monique Allon, la présidente effectivement de Ripple. À ne pas confondre avec le CEO de Ripple, c'est-à-dire le PDG, Brad Garlinghouse. Je vous montre après, là aussi, lui aussi, il a balancé des choses intéressantes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est graduellement et puis soudainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il parle en fait de est-ce que nous avons atteint un point d'inflexion dans la tokenisation des actifs. Voilà. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ça. Et on ne voit pas la différence, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la technologie arriver, personne ne s'en rend compte. Aujourd'hui, vous demandez dans la rue qu'est-ce que c'est la tokenisation d'actifs, juste pour la tokenisation d'actifs, qu'est-ce que c'est? On vous regarde avec des grosses billes, on vous dit ce que c'est que ce fou, qu'est-ce qu'il me veut? Voilà. Même pas la peine de parler encore de Ripple, de XRP. Alors là, on va vous prendre vraiment encore plus pour un extraterrestre, c'est même pas la peine. Mais du coup, on en est là, c'est-à-dire que graduellement, en fait, maintenant, c'est les institutionnels, c'est eux qui sont au courant de ça. C'est eux qui graduellement sont en train de mettre leur plomb, ils font des partenariats, on voit bien avec les nouveautés que je viens de vous balancer. Et puis soudainement, c'est-à-dire qu'après, il va y avoir un peu un flip de switch, et ils vont appuyer sur le bouton, et puis vous aurez tout ce petit monde-là, en fait, qui va créer son petit circuit,
et vous aurez l'argent en fait qui va affluer de partout. Voilà, c'est ce qui est en train de, c'est ce que Ripple quand même est en train de balancer. Voilà. Très intéressant. Donc ça a été officialisé par Ripple, hein, je rappelle. L'entreprise elle-même qui a déclaré ce petit tweet intéressant. Idem, là j'ai un passage de Brad Garlinghouse, donc je vais en parler, le CEO de Ripple, hein. Vous voyez, c'est écrit là, c'est Brad Garlinghouse, CEO de Ripple. Je pense, ce qu'il dit, hein, c'est ce que Brad Garlinghouse a déclaré à l'Apex. Je pense que les gens donc sous-estiment énormément comment en fait le momentum que nous sommes en train de créer avec la plus grosse économie mondiale va littéralement en fait changer le monde, quoi, avec tout ce qui est l'aspect de pro-innovation et la posture de pro-crypto. Voilà. C'est-à-dire que le gars, il va arriver quelque chose là. Donc quand je vous dis qu'à un moment on va avoir un flip de switch, ils vont appuyer sur le bouton, ça va tout faire péter. C'est-à-dire qu'on va révolutionner le système réseau Swift bancaire mondial en un coup et on va tokeniser tous les actifs et ça va faire drôle sur le marché. Voilà. Et donc ça, pareil, il le déclare sur donc le tâche principal de la conférence, la Apex, aux côtés de Monica Long, donc la présidente de Ripple. Voilà. Et là, on parle vraiment du RWA. Vous voyez, RWA et des stablecoins. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le RWA, les stablecoins, c'est une seule et même entité, à mon sens, qui sont en train de révolutionner l'économie mondiale et l'économie monétaire qui est en train de couler. On le voit bien. Bon, allez, je continue cette fois avec les actualités crypto, hein, mais dans le RWA toujours, et même le XRP. Vous voyez, là, je suis sur Be-in Crypto, le XRP Ledger, sérieux concurrent à Swift d'ici 2030. On y est. Donc, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, affirme que XRP, c'est-à-dire la blockchain de Ripple, le XRP, pourrait détenir 14% de la liquidité Swift d'ici 5 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? 14%, si vous faites des calculs mathématiques, ça ramènerait un XRP entre 100 et 500 dollars. Voilà. Je vous dis ça comme ça, hein. Et encore, je suis pessimiste, en fait. Tout simplement parce que si vous chopez de la liquidité du réseau Swift bancaire, là, on parle plus de quelques milliards, même de quelques trillions, hein, de dollars. On parle de plusieurs dizaines, voire de plusieurs milliers de milliards de dollars, voilà, qui seraient brassés, en fait, à travers le XRPL et donc le XRP. C'est pas sorti du chapeau, ça c'est pas un extraterrestre qui vous le dit, c'est le PDG de Ripple qui l'a déclaré. Voilà. D'ici 5 ans c'est demain. Donc c'est pour ça quand je vous dis que ce genre de personnes là en train de déclarer, et oh les gars, vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer là. Bah oui, si on s'en rend compte, effectivement, ça fait rêver quoi. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer et c'est pas étonnant, puisqu'encore une fois, le réseau bancaire actuel est obsolète. Je vous le redis, je me répète, mais c'est hyper important de le savoir parce que vous voyez, faire la moindre transaction bancaire, c'est compliqué. Vous faites, je parle même pas des paiements transfrontaliers hors Europe, hein. Vous voulez faire un paiement en Afrique, c'est le bordel, hein. Voilà, vous voulez faire un paiement en Russie, bah, vous pouvez même plus, puisque c'est sanction, vous pouvez même plus faire de virement en Russie. Bon, donc on voit bien qu'il y a vraiment des limites très fortes et surtout la moindre transaction coûte cher. Vous payez des frais de transaction très élevés. Donc nous, à notre échelle, on s'en rend compte de ça. Imaginez à l'échelle institutionnelle où eux, le moindre pourcentage, par exemple 0,5% de frais de commission, mais eux c'est sur des milliards. Donc ça veut dire que rien qu'en frais de commission, ils doivent payer des millions juste pour faire leur virement, quoi. Voilà, et ils doivent attendre une semaine, peut-être. Bon. Donc on en est là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a souligné, Brad Garlinghouse, que le rôle de XRP dans l'amélioration de la liquidité est fait sans remplacer la messagerie de Swift. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas un remplacement du réseau Swift bancaire qui est en cours. Et là, ça aurait pu être problématique parce que Swift ne se laisse pas faire et Swift a le réseau nécessaire pour ne pas se laisser faire. Mais là, on parle d'un couplage entre le réseau Swift bancaire et la messagerie de Swift et la technologie de XRP. C'est là où ça devient extrêmement réaliste, en fait. Voilà. Donc, aucun partenariat formel n'existe, mais le passage de Swift à l'ISO 222 pourrait permettre une interopérabilité future avec la blockchain. Voilà. Vous voyez venir la question là. Donc, on voit bien qu'aucun partenariat formel n'existe pour le moment. Mais moi, ma conviction profonde, c'est qu'un jour, on aura une petite nouvelle
on aura XRP partenaire avec Swift. Ça, c'est évident, surtout si on a effectivement Swift qui passera à l'ISO 222, en sachant que Ripple et XRP a déjà la norme ISO 222, qui est obligatoire, hein, désormais pour le système bancaire traditionnel. Bref, je ferai une petite vidéo d'ailleurs, cette norme ISO 222, parce que c'est très intéressant de voir cet aspect-là. Allez, je continue toujours sur XRP. Vous avez compris, hein, je suis tout chaud sur l'avenir du RWA. Ben, on l'a compris quoi. On a compris comment le système fonctionne, c'est évident. Bon, le journal du coin.com, Ripple, le XRP Ledger annonce sa sidechain compatible avec Ethereum. Donc, on voit que là, cette semaine, et Ripple, ils ont envoyé du lourd. Hein. Ils ont envoyé du lourd avec des partenaires dans tous les sens, même intra Web 3.0 avec Ethereum. Voilà. Allez, bon, je continue. Et là, moins bonne nouvelle, hein, cryptost.fr, parce que bon, il y a les bonnes nouvelles et puis il y a aussi les moins bonnes nouvelles. Hein, faut être objectif. Donc, après l'annonce d'une trésorerie XRP de 500 millions de dollars, cette entreprise chute de 38% en bourse. Donc ça, c'est Trident Digital, hein, leur petite affaire, a affirmé son ambition de déployer une trésorerie XRP de 500 millions de dollars. Son action s'est effondrée en bourse. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que, je pense, c'est trop tôt. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est quelque chose. Le reste, c'est-à-dire que ce soit même l'entreprise sur le fitness qui a investi 500 millions de dollars dans le token FET, dans l'IA, je pense que pour elle, c'est un pari et c'est peut-être un peu tôt par rapport à la vision qu'on est. Déjà, le retail, bien sûr, mais surtout, en plus, les institutionnels qui ne sont pas encore rassurés peut-être à fond sur autre chose que le Bitcoin. On voit que Ethereum galère déjà à attirer les capitaux, même si ça s'accélère. Hein. Alors, je ne parle même pas, effectivement, XRP, Fetch.ai qui n'ont même pas d'ETF. Effectivement, c'est compliqué. Donc, je pense que là, ils payent un peu le prix de leur insolence, un petit peu, si je puis dire, Trident Digital. Mais moi, je pense qu'ils ont raison de faire ça parce qu'ils prennent de l'avance, en fait, sur tout le monde. Mais c'est peut-être un peu trop tôt vis-à-vis de la norme, on va dire, du paradigme social, quoi. C'est-à-dire de la vision des choses des gens, parce que on voit bien que déjà sur rien que le Bitcoin, vous parlez ça dans la rue avec des gens, ah, il y en a un sur deux, je suis gentil, hein, on dit un sur peut-être 8 sur 10, ça savent pas comment ça marche, ça savent pas ce que c'est, et surtout c'est pour les criminels. Voilà. Ça, on en est encore là. Mais ça se démocratise de plus en plus de personnes se demandent quand même comment ça marche, qu'est-ce que c'est, parce que là, un Bitcoin à plus de 100 000 dollars, ça fait réfléchir quand même. Enfin, dernière petite actualité crypto dans le RWA également, le Cointelegraph France, Tether s'implante dans l'industrie aurifère canadienne en achetant un tiers des actions. Donc on voit bien encore une fois qu'on a un lien de plus en plus fort entre l'or et la crypto-monnaie également. Alors là, Tether, c'est justement le number one, le leader en termes de stablecoin, du volume de stablecoin échangé au niveau mondial avec son USDT, c'est-à-dire son stablecoin indexé sur le dollar. Donc là, ça y est, il s'intéresse donc à l'or, c'est un petit moment quand même. Hein. Donc on voit qu'on a un couplage de plus en plus fort entre la blockchain, les crypto-monnaies et même l'or directement. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu personnellement avec ce genre de nouvelles en plus qui s'enchaînent, que l'avenir monétaire, il n'est plus du tout dans les monnaies fiat, il est vraiment dans l'or, mais surtout le Bitcoin et les monnaies associées aux blockchains, les stablecoins aussi associés aux blockchains. Alors même si les stablecoins sont indexés aux monnaies fiat, c'est peut-être une garantie un peu plus forte parce qu'il y a une transparence. Comme c'est sur la blockchain, il y a une transparence, il y a plusieurs choses intéressantes. Le problème des stablecoins, c'est qu'ils sont hyper centralisés et que les entreprises derrière peuvent imprimer, entre guillemets, du stablecoin à l'infini. Ça, c'est un vrai problème. Voilà, pour l'avenir donc des monnaies fiat là-dessus. Mais par contre, vous concentrez les stablecoins avec leur potentiel, avec derrière tout l'aspect de traçabilité, même du RWA, la tokenisation d'actifs et tout. Là, c'est intéressant sur cet aspect-là. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même au stablecoin en termes de valeur sur le long terme par rapport au Bitcoin qui, lui, on ne peut pas l'imprimer, qui est rare, et donc par rapport aussi à l'or. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Tether, société dans le stablecoin, peut imprimer en masse quelque part de l'argent, hein, si on en revient au même, eh bien, s'intéresse à l'or, mais aussi au Bitcoin. C'est-à-dire dans la trésorerie, Tether a de l'or et a du Bitcoin. Peut-être pour protéger également leur trésorerie, leurs actifs
également dans leur écosystème. Mais voilà, donc là c'est peut-être le prochain danger au niveau du Web 3.0, c'est l'impression d'argent en fait à travers les stablecoins là-dessus. Allez, cette fois j'ai fini pour les actualités crypto. Maintenant j'ai passé aux actualités économiques. Là, il y a pas mal de choses à dire effectivement et peut-être pas forcément dans le bon sens, vous l'avez compris. Je commence avec un premier article de Les Échos. Après l'attaque israélienne sur l'Iran, le pétrole s'envole. Bon, bah ça, il fallait quand même s'y attendre, hein, malheureusement. Donc, de la matinée en Asie, le prix brut a bondi de plus de 12%. Le dollar et le yen, vus comme des valeurs refuges, progressent. Donc, les experts craignent une détérioration de la sécurité au Moyen-Orient. Alors, bon, c'était couru, hein. On a vu je pense que vous avez vu les images. L'Israël donc a bombardé l'Iran, l'Iran a riposté, donc forcément ça commence à être le bordel. Ça continue encore aujourd'hui, hein, d'après ce que j'ai compris, puisque là vous voyez j'ai un article aussi donc de latribune.fr, attaque d'Israël en Iran, le blocus du détroit d'Ormuz, une catastrophe économique redoutée. Et oui, parce qu'en cas d'escalade grave du conflit entre l'Iran et l'Israël, en fait, des conséquences économiques importantes pourraient survenir sur le marché pétrolier. Hein. Je rappelle que l'Iran, c'est un gros exportateur, producteur de pétrole, donc dans la région Moyen-Orient, mais surtout, il contrôle, si vous voulez, un détroit, donc le détroit d'Ormuz. Donc, s'il y a un blocus ou si même il décide, par X ou Y, en raison de manœuvres militaires, de bloquer ce détroit, eh bien, vous avez un bon pourcentage, en fait, de la production de pétrole mondial qui serait bloqué. Donc forcément, ça impactera, et c'est ce qui s'est passé durant la guerre du Golfe, hein. Au final, c'est pour ça que ça a aussi, entre autres, hein, c'est pas passé exactement ça, mais il y a eu des répercussions dans le cadre du choc pétrolier de 1971. Bah, c'était dans ce cadre-là, c'était à l'époque l'Israël contre l'Égypte, il me semble. Voilà, donc à revoir un peu les données historiques, mais là on se dirige quand même vers une nouvelle guerre du Golfe 2.0, entre guillemets, peut-être sous forme différente. C'est pas les mêmes acteurs que lors du choc pétrolier de 1971, c'est pas les mêmes armements, bon, c'est pas les mêmes données économiques et macroéconomiques. Donc à voir, mais n'empêche que déjà, vous voyez, des répercussions en seulement 2 jours de conflit et une répercussion sur les cours du pétrole, parce que là, vous voyez, je suis sur prixdubaril.com. Donc le dollar par rapport au Brent, et regardez effectivement depuis le 10 juin 2025. Alors à noter, vous voyez, c'est là où c'est très intéressant de voir qu'il y a toujours des insiders. C'est-à-dire que les prix, donc le conflit entre l'Israël et la Palestine, il a commencé il y a 2-3 jours, c'est-à-dire 12, on va dire c'était le 12 juin 2025. Les cours du pétrole ont commencé à monter à partir du 10 juin 2025. Pour vous dire à quel point le monde économique, au final, est manipulé par les insiders, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui savaient que ça allait arriver, qui ont manipulé les prix du pétrole et qui ont en fait acheté en masse. Ils ont acheté en masse des cours du pétrole. Ça a fait monter les cours parce qu'ils savaient que derrière, il y allait y avoir une guerre et donc il y aurait encore une explosion des prix du pétrole. Ils sont gavés. En fait, voilà, c'est tout comme ça. Donc on voit que le monde économique aujourd'hui, il est manipulé par une poignée de personnes en fait. C'est là où il faut faire attention. Donc quand vous voyez des cours qui montent, qui baissent, posez-vous toujours la question, cet aspect-là, avec les insiders, est-ce que quand ça baisse, en fait, on peut peut-être vous sortir du marché, je pense notamment au Bitcoin, avec les manipulateurs et les market makers, ils vont vous faire sortir du marché, surtout quand il y a des consensus comme quoi ça va monter, ben, ils font baisser, comme ça tout le monde est dégoûté, tout le monde sort, et puis après ça remonte, et ainsi de suite. Et là, on a eu encore un exemple criant de manipulation de marché avec une augmentation des cours du pétrole, alors qu'il n'y avait pas encore la guerre entre l'Iran et l'Israël, mais qu'il y a des gens qui savaient que ça allait arriver. Bon, bref, donc vous voyez que là, on a quand même des niveaux d'avril 2025, mais on est encore loin des niveaux, vous voyez, même si je fais sur un an, c'est encore loin d'avoir des niveaux, on va dire, de guerre Russie-Ukraine. Donc ça va. C'est-à-dire, on n'est pas encore sur un choc pétrolier qui va tout dévaster sur son passage, mais il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que là, si je fais surtout, regardez, donc là, la guerre Russie-Ukraine, donc 2022, on a atteint un baril de pétrole à 113, 114, 115 dollars, pardon, le baril. Donc là, on est quand même à une marge de x2 pour retrouver des niveaux de guerre Russie-Ukraine. Mais là, on se dirige quand même vers un scénario où c'est possible
de tout faire péter. Et si on a vraiment une escalade dans le conflit, il faudra s'attendre à ce que le cours du baril de pétrole dépasse ses anciens historiques, c'est-à-dire dépasse le cours à 115, 117 même dollars, là, je vois, et même ses anciens plus hauts historiques jamais connus dans l'histoire, c'est-à-dire la crise des subprimes de 2008, on a vu un baril de pétrole vers les 150 dollars. Ça, c'est quelque chose, si on a une nouvelle guerre là, qui se profile à l'horizon, qui est possible qu'on dépasse les 150 dollars, effectivement, il faut s'y attendre, hein. Faut envisager le pire là-dessus. Et donc, si ça arrive, ben forcément, ça va impacter l'inflation, comme on l'a connu d'ailleurs en 2022, hein, quand on avait un baril de pétrole à 115 dollars. Bon, donc, vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge quand même, hein, au niveau des catastrophes mondiales. Là, j'ai un article de Bloomberg, en fait, qui explique que l'Israël, en plus du pétrole, il y a aussi le gaz, ce qui est impacté, puisque là, est en train de fermer, en fait, son plus gros champ gazier dans l'interne pour justement arrêter de fournir l'Égypte. Tout ça dans le cadre en fait de manœuvres militaires, hein, toujours pareil. Donc on voit que c'est vraiment l'ensemble du Moyen-Orient qui est déstabilisé, même sur l'aspect énergétique. Alors est-ce qu'ils vont en plus, là aussi il y a déjà des théories qui sont en train de sortir, que là ils nous ont concocté cette petite guerre encore, ce choc pétrolier pour nous forcer à passer à l'électrique. Donc là aussi on peut se poser la question, hein. Clairement, comme par hasard, bref, chacun son opinion. Mais les théoriques sont en train de sortir en ce moment. Ensuite, là, j'ai un article de Reuters, et forcément, ça va impacter déjà l'économie, puisque on avait de la chance, là, Jerome Powell qui avait allé enfin envisager de faire baisser de 0,25 points, voire 0,5 points, vous savez, les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, pour relancer l'économie sous Trump, entre guillemets, qui met la pression. Mais là, avec du coup la guerre, eh ben, ils sont en train de se rendre compte que finalement, ils vont garder les taux directeurs entre 4 et 4,5%, quoi. Génial. Donc au final, on n'est pas encore sorti de l'auberge, même au niveau des États-Unis, pour les taux directeurs. Et ils expliquent, ils envisagent déjà, donc dans l'article de Reuters, un possible choc pétrolier. Effectivement, hein, bah, le choc pétrolier, c'est comme on a eu en 1971, c'est-à-dire une explosion des prix du baril de pétrole qui fait freiner, qui même a mis un stop aux trop glorieuses, hein, vous savez, d'après-guerre. Voilà, donc c'est ça un choc pétrolier, pour vous dire l'impact du pétrole sur l'inflation. D'ailleurs, c'est ce qui est ici, possible choc pétrolier qui viendrait en fait contrer les données sur l'inflation. Ça remettrait toutes les données économiques, en tout cas aux États-Unis, en question, même sur l'inflation. Voilà, on en est quoi. Donc, c'est voilà, c'est comme si on n'en avait pas assez. Donc je continue, cette fois avec un article de lefigaro.fr, croissance en baisse, tension politique, le budget 2026 dans l'impasse. Donc là je repasse à la France, hein, vous voyez, et c'est pas mieux. La France, on voit, ça ne s'arrange pas. Je pense que de toute façon, tant qu'on aura les mêmes politiques qui ont causé les problèmes et la situation dans laquelle on n'arrivera pas à trouver de solution, clairement. Et c'est évident. Donc là, en plus, dans le contexte mondial dans lequel on s'approche, si en plus on a un choc pétrolier et qu'on a toujours ces mêmes clowns à la tête de l'État, bah je vois mal comment on va encore arranger les choses, quoi. Donc on se dirige vraiment vers un scénario un peu catastrophique en France en tout cas, au niveau de la dette, de l'économie, etc. De toute façon, on n'avait même pas besoin de choc pétrolier pour ça, hein, mais c'est risqué, quoi. Même pas étonnant, hein. Je suis même plus étonné, moi, personnellement. Rien qui m'étonne. Ensuite, le CAC 40. Là, je suis sur Google Finance. Vous voyez, donc j'ai les courbes du CAC 40, du S&P 500 et du Nikkei, donc japonais. Regardez, donc on voit bien que là, les bourses sont quand même un petit peu tanguées, alors très légèrement, hein, c'est vraiment très léger sur 5 jours, par rapport justement depuis la guerre russe-Ukraine, mais elles ont quand même, je trouve, bien résisté. C'est-à-dire que c'est pas un moins 20%, c'est pas une crise majeure comme on l'a connu au Covid où il y a eu moins 20%. Non, on est loin de tout ça. Donc là, on voit bien que ça passe. Ça passe. Et si on prend même sur un mois, on est en positif, sauf pour le CAC 40, bien évidemment, avec un moins 2,15%. Bon. Mais on est très loin d'avoir un événement par rapport à ce que ça peut être, hein, un choc pétrolier et tout. On voit que les bourses ont résisté quand même. Donc ça va, ça va. Pareil au niveau du cours de l'euro par rapport au dollar. Donc là, on voit que bah, le dollar continue quand même de prendre une saucée, hein, par rapport à l'euro. Donc ça, c'est bien pour nous, entre guillemets.
c'est bien pour nous. Mais après, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, la chute du dollar par rapport aux autres monnaies fiat est voulue par Trump. Fait partie de son plan économique, justement pour relancer l'économie aux États-Unis. Donc en fait, c'est voulu. Vous voyez? On a expliqué la semaine dernière, et donc là, on voit que ça continue. Alors, on a une petite baisse là cette semaine, c'est-à-dire de l'euro par rapport au dollar, mais ça reste très confortable par rapport au niveau qu'on a connu au début d'année. On était proche de la parité 1 to 1 pour 1 euro par rapport à un dollar. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis un petit moment, et là, c'est remonté, on voit 1,16 dollars pour 1 euro, c'est très bien. Et donc là, l'or maintenant, donc l'or aussi nous passe un petit message, hein, c'est-à-dire que cette semaine, regardez, bah, le conflit Israël-Iran, bim, l'or confirme sa position de valeur refuge puisqu'il est il est repassé au-dessus des 95 000 euros le kilogramme 24 carats. Voilà, donc l'or nous a encore validé sa position de valeur refuge par rapport à des événements instables. Bon, donc c'est fini, hein, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like pour supporter donc, la chaîne, la vidéo, et pas à vous abonner également. Ça fait toujours super plaisir d'être plus nombreux. Surtout que je vois même dans les statistiques, beaucoup de personnes qui regardent en fait, qui reviennent régulièrement, mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça au moins ça supporte la chaîne et puis c'est sympa. Et sinon, bah, je vous remercie tous hein, aussi pour la fidélité, pour les likes, pour tout. Ça fait super plaisir, ça pousse à continuer. Et puis sinon, bah, écoutez, il faut garder le moral. Il faut garder le moral parce qu'on voit qu'au niveau économique, bon, l'Europe, on s'enfonce, hein, c'est clair. Il ne faut pas trop se leurrer. Mais après, au niveau des valeurs refuges comme l'or, l'argent, le bitcoin, si vous avez un peu diversifié votre patrimoine, eh bien, vous pouvez souffler. C'est-à-dire par rapport à la majorité, malheureusement, des gens qui n'ont pas trop prévu, ou qui ne peuvent pas aussi, parce qu'il faut prendre ça en compte, eh bien, sortir des monnaies fiat ou avoir pas que des monnaies fiat, c'est judicieux, je pense, aujourd'hui. Voilà. Et même l'immobilier en France, en fait, j'y crois plus, parce qu'il y a trop de lois maintenant pro-squatteurs, enfin bref, on est en un régime communiste maintenant, donc c'est même plus la peine. C'est-à-dire que les squatteurs et les personnes qui ne payent pas leur loyer sont plus protégés que les propriétaires. Donc personnellement, l'immobilier, j'avoue, j'évite aussi parce que trop de témoignages vraiment de situations catastrophiques pour des propriétaires de biens immobiliers qui savent comment faire. Et en plus, maintenant, il y a le DPE énergétique. Alors, enfin bref, voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais la bise. Bonne semaine à vous. Ciao.